Vous êtes courageux et courageuse. Il est 13 heures, le ventre gargouille, mais vous êtes là. Bravo à vous. Bravo à vous. Et en plus, on va parler d'un sujet complexe. Jeunesse, le complotisme et la démocratie. Simplicité absolue de cette thématique. Une thématique complexe et on va essayer d'en faire le tour dans cette heure. Juste petite information technique, il y a un petit QR code qui est juste là, en bas à droite de l'écran. Vous pouvez le scanner. Vous aurez un outil d'interaction qui vous permettra à la fois de noter cette conférence à la fin, mais aussi d'inscrire vos questions tout le long de la conférence. Moi, je peux les voir en live et rebondir dessus pour intégrer le plus de questions possible pendant les échanges. Et évidemment, on aura un temps à la fin pour les questions. Vous pouvez aussi voter pour les questions que vous préférez, comme ça elles remontent. Et ça permet d'avoir un peu plus de démocratisation dans la gestion des questions, ce qui évite que toujours les mêmes personnes prennent la parole. Alors, on y va, on se lance. Petit mouvement physique pour indiquer qu'il y a une transition. Voilà. On se lance. On est bien assis. Une petite musique, s'il vous plaît. Non. Alors, quand on parle jeunesse de complotisme de démocratie, évidemment, il faut déjà savoir à qui on parle et avec qui on parle. Alors, je vous propose, nos chères intervenantes, de se présenter. Si tu veux commencer. Bonjour à tous. Moi, la thématique qu'on aborde aujourd'hui, elle me touche particulièrement parce que... Et Aude Favre. Oui, je m'appelle Aude Favre. Je suis la fondatrice d'une chaîne YouTube qui s'appelle What the Fake, que vous pouvez retrouver donc sur YouTube et qui a pour but de faire du fact-checking, mais pas seulement, aussi de quelque part de donner aussi un visage, je pense, des journalistes qui n'est pas celui que les gens ont en tête, c'est-à-dire du sachant qui vient plaquer sa vérité, etc. Moi, mon téléphone, il est rempli de 150 contacts de journalistes. Il n'y en a pas un qui ressemble à ces gens qu'on peut voir à la télé et qui viennent un peu expliquer, etc. C'est des gens souvent très humbles, très qui ont juste envie d'aider, de comprendre, qui sont perdus aussi, comme tout le monde. C'est pas des sachants, les journalistes. Et j'avais envie de donner aussi de montrer à voir ça, qui me paraît plus collé à la réalité de ce qu'est un journaliste que ce que les gens imaginent. Et puis par ailleurs, pour pas trop monopoliser la parole, je suis présidente d'une association qui s'appelle Fake Off. Donc on est 80 journalistes aujourd'hui. On va dans beaucoup de collèges, de lycées, partout où on nous sollicite en fait. On forme aussi des encadrants, etc. pour faire des productions le plus possible. L'idée, c'est de mettre vraiment les jeunes dans nos baskets. Donc, en fait, qu'est-ce qui t'intéresse comme thématique? Sur quoi tu as envie d'enquêter? C'est le foot, c'est le rap, c'est autre chose. On va enquêter dessus. Et donc, on s'éclate à faire beaucoup de productions là-dessus. Et puis, par ailleurs, j'ai monté une rédaction collaborative. Il y a des illustres membres qui sont là dans la salle, et je remercie, dans le but d'ouvrir le journalisme au plus grand nombre, parce que finalement, moi, je suis passionnée par mon métier et j'aime bien inviter les gens à venir voir comment ça se passe. Et il y a aussi vraiment des grands talents au sein de cette rédac qui ne sont pas journalistes, mais qui ont des compétences géniales pour aider sur les enquêtes. Et voilà, globalement, ce que je fais. Tu dors de temps en temps ? Je dors de temps en temps. Oui, j'ai 2 enfants aussi. Enfin, tout va bien. La vie est bien remplie. Ça passe vite. Sympathique. Voilà. Stéphanie ? Alors, est-ce qu'on m'entend ? Oui. Très bien. N'hésitez pas à mettre sur le menton, comme ça. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Stéphanie Devancé. Je suis enseignante. Je suis depuis une dizaine d'années détachée à temps plein dans un syndicat, donc je ne suis pas en prise directe actuelle avec le terrain. Par contre, je suis en contact avec énormément d'enseignants et dans mes fonctions syndicales, dans mes dossiers, j'ai éducation aux médias et à l'information, d'où ma présence ici. Je travaille notamment pas mal avec le CLEMI, l'Observatoire de la presse lycéenne, et je m'intéresse à tout ce qui est donc esprit critique et éducation aux médias, d'où ma présence ici. Merci beaucoup Stéphanie. Marianne ? Bonjour, je suis Marianne Denis, je suis directrice générale de Milan Presse, qui est une maison d'édition et de presse toulousaine, avec un fort pan consacré à l'éducation aux médias et à la citoyenneté, puisque chez Milan, on estime qu'on doit éduquer les enfants aux médias et à l'information dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès le primaire, ce qui n'est pas une démarche très répandue aujourd'hui, on est plutôt sur du collège-lycée, et nous, on pense que c'est très important de le faire tôt. Sur le pan ado, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Info ou Mythos, sur laquelle on a 470 000 abonnés, qui entraîne les collégiens à l'esprit critique. Et pour cette raison, aujourd'hui, je viens présenter et parler des résultats d'une enquête qu'on a menée avec YouTube sur les ados et l'info, donc les 13-17 ans et l'info,
Et les résultats sont surprenants. Je vous fais un peu de teasing. Non, Marianne, tu peux pas nous laisser comme ça. Il va falloir qu'on ait un peu plus d'infos. Je sais que peut-être en prémisse, pour pas spoiler et puis laisser un petit peu le temps au teasing, en prémisse, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que toi tu vois dans justement le rapport des jeunes à l'information, comment eux ils ressentent les choses, en tout cas peut-être un ressenti avant de rentrer dans les chiffres, un peu un ressenti pour vous. Est-ce que les jeunes ils s'importent de l'information? Est-ce qu'ils sont pas juste sur TikTok à regarder des vidéos débiles toute la journée? Alors justement, il faut évacuer un peu les idées reçues et je trouve ça très encourageant. L'étude, elle montre qu'il y a 83% des 13-17 ans, on est vraiment sur du collégien, début de lycée, qui disent que l'info, c'est très important. Donc c'est quand même un levier majeur. Ils sont intéressés par l'info. Est-ce que toutes les classes d'âge en disent autant? J'en suis pas complètement certaine. Donc un message important, les 13-17 ans sont intéressés par l'info. Donc là, il y a un levier qui est vraiment important. Alors après, l'info qui les intéresse le plus, c'est l'info sur les séries, la culture, les jeux vidéo, le cinéma, loin devant l'actualité nationale et internationale. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'y intéressent pas. Alors là, on peut l'interpréter de deux façons différentes. Déjà, l'actualité nationale et internationale, elle est quand même un petit peu repoussante pour nous tous. Et donc, pourquoi eux seraient spécialement intéressés à parler à longueur de temps d'inflation, de guerre en Ukraine et de Covid? Peut-être qu'il y a un petit effet repoussoir quand même. Et puis, il y a aussi un effet de génération très naturel. Quand on veut parler avec ses copains, on s'intéresse aux séries, à la télé, aux jeux vidéo, etc. Mais vraiment, le levier principal, c'est de se dire qu'ils sont intéressés par l'info. Et certes, ils s'intéressent en premier lieu via les réseaux sociaux, 62% d'entre eux, mais juste derrière arrive la famille, à 54%. Donc là aussi, c'est un phénomène très intéressant. Non, les 13-17 ans ne sont pas que sur les réseaux sociaux en train de regarder des âneries. Ils ont aussi besoin d'un contrepoint dans la vie réelle, qui est la famille et les enseignants. Justement, on y va. C'est la posture d'enseignante. Justement, vous, comment vous voyez ce rapport à l'information chez les élèves, chez les jeunes? Alors moi, je suis complètement d'accord avec ma voisine. Il faut absolument pas attendre. Et moi, j'irai même plus loin. C'est que je pense que l'éducation média et l'information, ça commence à l'école, avec l'entrée à l'école, c'est-à-dire à 3 ans. Alors bien sûr, dans des formats adaptés, mais à 3 ans, on peut tout à fait créer sa propre page de journal. Alors on peut peut-être faire un journal qui fait juste une page recto ou une page recto verso. On peut s'intéresser à une image, comment la capter, comment la manipuler, comment la transformer, etc. Et c'est jamais trop tôt pour commencer. Et on peut aussi, dès 3 ans, commencer, puisque nous avons le mot démocratie dans notre titre, à être consulté sur des choses qui nous concernent. Il y a des tas de choses dans la vie de la classe, dès la petite section de maternelle, qui peuvent tout à fait justifier qu'on sollicite l'avis des élèves. Pour le goûter, vous préférez avoir de la pâte à tartiner, du fromage à tartiner, des fruits. Et si les avis sont divers, comment on s'organise pour plaire à tout le monde? Et puis après, comment on s'organise parce qu'on n'a pas d'argent pour les amener, donc comment on demande aux parents et on écrit. Alors là aussi, l'éducation média et l'information, c'est aussi qu'est-ce qu'on va écrire aux parents pour leur dire qu'à tour de rôle, il faut qu'ils amènent des fruits et de la pâte à tartiner. Voilà, tout est prétexte et c'est jamais trop tôt pour commencer. Et c'est pas toujours simple parce que au niveau du syndicat, il a fallu par exemple qu'on se batte pour que l'éducation aux médias et à l'information commence avant le CM2. C'est-à-dire qu'au début, dans les programmes, ça commençait en CM2. Alors pourquoi en CM2? Parce qu'il y a un cycle qui est à cheval sur le CM2 et la 6e et qu'il fallait quand même bien qu'au collège on s'en préoccupe. Mais non, l'éducation aux médias et à l'information, ça commence à minima au CP, mais même avant, dès la petite section de maternelle. Et quand on accroche les enfants sur ces questions-là par des choses qui les concernent, dans leur quotidien, dans leur environnement, il n'y a pas besoin de les intéresser à l'info. Ils s'y intéressent. Forcément, ça les concerne. Ouais, super intéressant. Et toi, Aude, de ton point de vue de journaliste Moi, je veux juste rebondir parce que ça m'énerve. En fait, j'étais en train d'essayer de retrouver, je l'ai plus sur Twitter, mais si vous avez un avis là-dessus, parce que j'arrive pas à m'en faire,
pardon, en petit aparté, il y a quelques temps, j'ai vu sur Twitter un truc que j'ai trouvé super, ça s'appelait la classe de madame quelque chose, ou la classe de monsieur, et en fait j'ai découvert qu'il y avait des instituteurs, donc c'était je crois CE2 ou CM1, etc., qui, du coup, tous les jours, il y a un élève qui écrit un petit tweet, etc. Alors les gens adorent, du coup, moi j'étais... Et d'abord, j'étais un peu... Ma tout premier réflexe, c'était de me dire, oh là, vraiment sur Twitter, à CM1 ou... Et après, je sais, je vais le retrouver, mais j'ai vu qu'il y avait une vraie démarche derrière, une grosse réflexion sur voilà, le buzz. Ah tiens, il y a tant de likes, et pourquoi finalement ça nous intéresse de savoir le matin combien Sandrine elle a eu de likes, etc. Et peut-être une éducation par ça. Et j'ai trouvé ça intéressant comme initiative. Je ne savais pas trop quoi en penser. Bon, voilà, c'était juste pour rebondir. Il y en a plein des initiatives d'éducation aux médias et à l'information qui sont organisées vraiment par des enseignants, que ce soit des profs ou des enseignants de primaire ou de maternelle. Il y a plein d'initiatives. Et en fait, ce dont souffre aujourd'hui l'éducation aux médias, je pense, Stéphanie, c'est que ces initiatives, elles sont sans doute insuffisamment partagées, collectées, mises en valeur. Et c'est super important de le faire parce qu'il y a plein d'enseignants qui font des choses extrêmement incroyables. Nous, on a un magazine qui s'appelle Un jour une actu, donc qui est pour les enfants à partir de 8 ans. Super, décryptage de l'actu. On fait une coproduction avec France Télévisions qui s'appelle Un jour une question, qui décrypte l'actualité en 1 minute 30. Les enfants chantent le générique maintenant. Tu as des questions ? Nous, on y répond, parce qu'on répond à des vraies questions d'enfants. Et en fait, on se rend compte que les enseignants, ils ont besoin d'outils comme ça, qui viennent d'ailleurs que ceux de l'éducation nationale, qui sont parfois un petit peu soporifiques, ou alors tellement denses qu'on ne sait plus vers quoi se tourner. Ils ont besoin d'outils comme ceux-là, qui touchent les enfants. Et après, ils inventent des trucs incroyables. Nous, on est bluffés à chaque fois qu'on interroge les enseignants sur la manière dont ils utilisaient les supports. Donc l'initiative que tu relates, c'est super. Ça veut dire qu'il y a un enseignant qui s'approprie un réseau social, qui le partage avec ses élèves et qui en fait quelque chose d'intéressant. Donc c'est super. Mais il faut vraiment qu'on arrive à faire monter toutes ces initiatives et puis à les promouvoir. Justement, à part si Stéphanie, tu veux réagir. Oui, je voulais juste dire que ça s'appelle les tweet classes. Ah, ça a un nom. Oui, c'est pas du... Enfin, je crois que c'est la classe de Monsieur Masson, ou un truc comme ça. Alors, la classe de Monsieur Masson, ça a été le précurseur. Il a fait tweeter ses élèves de CP. Il y a 7 ou 8 ans, il a commencé ça. Mais, en fait, quoi de mieux pour s'intéresser à l'éducation aux médias et à l'information que de produire de l'information dans un média, sachant qu'un média, je parlais tout à l'heure du journal pour les élèves de maternelle, pourquoi pas un compte Twitter de classe, hein, il ne s'agit pas d'inscrire les élèves un par un à un réseau social en maternelle, on est d'accord, ce ne serait pas tout à fait adapté. Par contre, un compte de classe qui raconte la vie de la classe sur les réseaux, avec... après, il faut décliner suivant les niveaux, mais qui peut effectivement avoir l'élève journaliste du jour qui est chargé de raconter ce qui se passe dans la classe. Moi, je me souviens d'être allée dans une classe pour faire un article sur les tweets classe, et le journaliste du jour est venu me voir et il me montrait son tweet pour que je vérifie qu'il avait bien écrit mon nom de famille. Et il avait mis « Madame Devancé est journaliste, elle est dans la classe pour écrire un article ». Et alors, je lui ai dit « non, je ne suis pas journaliste, tu vois. Je viens pour écrire un article, donc je viens pour faire un travail de journaliste, mais effectivement, je suis enseignante. » Donc, il est revenu me voir après avoir corrigé son tweet. « Madame Devancé est enseignante, elle écrit dans un journal et elle va écrire un article sur nous. » Et là, je me dis qu'on est vraiment aussi à toute petite échelle, mais au quotidien avec les élèves à tour de rôle, sur de la vérification de l'information, sur aussi, il m'a demandé si j'étais d'accord pour que ma photo illustre le tweet et qu'elle soit sur Twitter, en m'expliquant que ça allait être en public. C'est quand même beaucoup mieux ça que d'avoir l'intervenant qui vient 1 heure dans l'année scolaire dire les réseaux sociaux ceci, voilà, c'est quand même beaucoup plus pertinent, ce qui n'empêche pas que l'intervention de l'intervenant extérieur peut apporter un éclairage et des informations complémentaires. C'est pas pour dire que ça sert à rien, mais c'est beaucoup mieux quand ça s'inclut dans un projet. Donc on évite les fake news de classe. C'est intéressant. Et, on peut en lancer une pour voir ce qui se passe aussi. Hein. On peut essayer de tromper les parents pour le 1er avril. Ça peut être un bon exercice aussi. Ah, intéressant. Donc, oui, c'est vrai. Ça peut faire des polémiques, mais je me le note. J'imagine des parents qui ne prennent pas le second degré très bien. Et justement, sur cette question-là, moi je suis assez curieux parce que j'interviens pas mal aussi auprès de jeunes dans un cadre pédagogique. Et je me pose toujours la question de l'efficacité de ce genre de pratique. C'est-à-dire là, on les met en action. Sur le plan pédagogique, ça semble très sympathique, c'est hyper ludique, on crée des choses. Mais au final, est-ce que c'est transvasable en termes de compétences ? Est-ce que vous avez aujourd'hui des données qui nous permettent d'observer qu'il y a une transférabilité des compétences dans la vérification de l'information,
dans le traitement de l'information. Je prends un exemple assez basique, hein. C'est les élèves relatent régulièrement des dramas sur Snapchat ou des conflits interpersonnels. Est-ce que, ne serait-ce qu'en écoutant ces histoires, on peut observer des changements de comportement à la suite, par exemple, d'une action en classe? Je pose une question assez précise, je suis désolé si elle est trop précise. Mais ouais. Il y a très peu de mesures aujourd'hui de ce qu'apporte l'éducation aux médias et de ce qu'il faudrait faire pour que ça change les comportements. Il y a eu un colloque qui a été organisé par le ministère de la Culture il n'y a pas si longtemps. Et en fait, on se rend compte que les actions, aujourd'hui, elles restent quand même relativement embryonnaires, parce que l'éducation aux médias et à l'information, c'est quand même une discipline assez récente, d'une part, et puis que d'autre part, il y a quand même un gros souci technique, c'est que normalement, les enfants, ils redoublent pas trop. Donc c'est compliqué d'examiner sur une cohorte à long terme ce qui va se passer. Les enfants, ils sont renouvelés par définition. Malgré tout, là, dans l'enquête dont je vous ai parlé, ce qu'on voit, c'est que, alors c'est du pur déclaratif, mais il y a 8 ados entre 13 et 17 ans sur 10 qui disent qu'il leur arrive de vérifier une information quand ils la reçoivent. Alors, c'est pas franchement bouleversant. On ne sait pas si c'est vrai, puisque c'est du déclaratif. Mais malgré tout, s'ils le déclarent, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent le faire. Donc, l'éducation aux médias provoque peut-être quand même cette montée de nécessité de valider l'info. C'est encore une fois pas forcément vrai, mais ils savent qu'ils doivent le faire. C'est déjà un indice important de leur volonté de s'inscrire dans du vrai. Ah, c'est hyper intéressant. Et toi, est-ce que non, tu as j'ai eu pareil. Je disais que nous, c'est vrai qu'à FECOF, on déplore aussi comment mesurer l'impact vraiment de nos interventions, même si on revient la plupart du temps des interventions en ayant vu, en pensant très sincèrement que on a ouvert l'esprit de certains élèves sur des choses, mais c'est vrai que c'est très dur de mesurer ça. Mais après, pour un petit réflexe dont j'étais assez fière entre guillemets, hein, c'est pas non plus. Mais par exemple, il y a quelque temps, on a travaillé avec des collégiens. Pas loin de Lyon, sur une rumeur qui s'appelle la journée du viol. Alors, je ne sais pas si vous... Enfin, voilà, parce que nous, on part toujours de... Donc, qu'est-ce qui vous intéresse? Donc, il y avait des filles qui étaient là. Il paraît qu'il y a une journée du viol. D'ailleurs, c'est bientôt. Non, c'est vrai. Dans mes souvenirs, c'était le avril. Ne parlons pas de fake news ici, s'il vous plaît. Bon, bref. Non, mais je me demande si c'est pas demain. Non, mais je rigole pas. 24 avril, il me semble, j'ai en tête. Bon, bref. Et du coup, sur TikTok, il y avait plein de... Donc, tu avais des garçons qui étaient là, ouais, moi, les filles, le jour du viol, je vais vous protéger, tout ça. Les filles qui sont là, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vais pas sortir à la journée du viol et tout. Bon, bref. Et en fait, on a fait un truc tout bête pour parler des sources, par exemple. On a dit, mais d'où ça se base cette... Et en fait, ce qu'ils ont fait, et ça les a vraiment éclatés, ils ont contacté tous ceux qui parlaient de la journée du viol en leur demandant d'où vient l'information, d'où sais-tu qu'il y a une journée du viol. Et on est tombé sur Kevin. Ils ont eu beaucoup de réponses de gens qui disent en vrai, je sais pas, je l'ai vu sur TikTok. Et juste, je sais que du coup, je suis en contact avec quelques-uns et qui me disent maintenant, je demande tout le temps d'où ça vient sur Instagram, etc. Et c'est un truc, souvent ils sont là, ah non, madame, on va pas demander quand même. Enfin, ils osent pas trop, en fait. Je dis, si, tu peux demander d'où ça vient l'info, il n'y a rien de... Et du coup, ça, je sais que ça les avait beaucoup amusés de contacter tous ceux qui parlaient de la journée du viol en leur demandant. Et on avait à la fin, genre, une 50aine de comptes et il n'y en avait pas un qui avait pu dire... la réponse était tout le temps de TikTok. Tu n'as pas vu ça sur TikTok? Et donc, il n'y a pas la source. Et c'est ultra intéressant parce que là, tu as fait une régression épistémique. En fait, tu es allé vraiment au bout avec eux. J'ai pas mis de mots. Pour voir. Non, mais c'est sur le plan... franchement, sur le plan de justement, comment on arrive à structurer nos croyances et comment on interprète nos croyances, hyper intéressant, je trouve, de les amener sur un truc apparemment un peu étrange, sur un sujet qui les touche eux, mais qui ne sont pas des sujets de société nécessairement, que tu puisses aller jusqu'au bout. Et là, tu as observé une transférabilité, du coup. En tout cas, je ne dis pas que empirique. C'était merveilleux et que tout le monde a... Mais ça leur a vraiment mis... voilà, ah ouais, ok. En fait, il suffit d'écrire d'où vient l'info. C'est pas très compliqué. Puis j'aurais dit, vous savez, ça s'applique aussi à la cour de récré. C'est-à-dire quelqu'un qui vient te dire que Antoine, il a fait ça à Émilie. Tu peux aussi lui demander d'où vient ton info. En fait, c'est un truc qui marche partout et qui a le mérite de couper court à certaines rumeurs, etc. Mais bon, bref, en tout cas, le fait de mesurer, c'est vrai que c'est très compliqué, quoi. Et puis les outils, en plus, numériques, sont pas forcément
adapté à ça. Alors parfois, il me semble qu'on peut voir la source de l'audio. Par exemple, le premier TikTok qui a fait l'audio originel, ça c'est peut-être disponible, on peut le voir. Mais c'est vrai qu'on peut mixer des audios, des images, on refait les images peuvent être des deepfakes. Donc pour un jeune, c'est hyper compliqué de faire la différence. Pardon, je me suis emballé, mais du coup, Stéphanie... Je suis désolée, j'ai pas plus de sources et je le regrette. Alors, en même temps, c'est compliqué quand on fait une éducation A, parce que l'éducation aux médias de l'information, c'est une éducation A. C'est pas spécifiquement, on apporte un contenu qu'on peut évaluer de façon simple et directe auprès des élèves. On est un peu obligé de faire un pari, ou alors il faut vraiment qu'on ait des équipes de chercheurs très pointues avec des bonnes méthodos Moi, je serais très intéressée d'avoir des recherches là-dessus. Il y en a quelques-uns qui se baladent là. Voilà, c'est ça. Et c'est pas forcément, hélas, les priorités de l'éducation nationale qui aime pourtant bien afficher son attention à l'esprit critique, mais alors quand il s'agit d'avoir des données, des moyens en formation, etc., c'est un peu plus compliqué. Par contre, moi, ce que j'ai envie de demander par rapport à la transférabilité chez les jeunes, etc., c'est que, alors c'est le sujet de la table ronde, la jeunesse. Moi, je demande aussi qu'est-ce qu'on fait, nous, adultes, et les schnocks. Là-dessus, parce que moi, sur les réseaux sociaux, je suis très, très peu de jeunes, mais je suis beaucoup d'adultes, et je suis beaucoup d'adultes qui sont enseignants, beaucoup d'adultes qui sont journalistes, et puis beaucoup de figures politiques, etc. Ben, punaise, il y a du boulot. Et je m'inclus dedans. Les trucs qu'on retweet sans vérifier, les infos qui nous arrangent, qu'on tient pour vrai parce que ça nous arrange. Et il y a quand même un nombre d'adultes qui montrent un très, 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 très mauvais exemple, plus des institutions qui ne les blâment pas. Là, je suis effarée en ce moment de découvrir le nombre d'universitaires qui racontent n'importe quoi en colloque scientifique. Là, j'en ai eu un il y a quelques jours, ça m'a mis dans une rage folle. C'était un webinaire, j'étais la seule à réagir en message, et quand on lui a transmis mon message disant que j'étais abasourdie, il a dit « Oh, bah, ça doit être quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écouter des communications scientifiques. » C'est vrai que je n'ai pas super l'habitude, mais je sais faire la différence entre un scientifique qui raconte n'importe quoi et un scientifique qui raconte quelque chose que je ne comprends pas parce que je n'ai pas les bases. Voilà, je trouve ça hallucinant. Et je me demande comment on peut aujourd'hui, dans les classes, demander aux enseignants et aux parents à la maison d'éduquer leurs enfants à l'éducation aux médias et à l'information, quand on a un Didier Raoult, par exemple. C'est hallucinant. Ouais. Là, on a un vrai boulot et un vrai enjeu de société, et on est tous responsables de ça. C'est pour ça, le premier message que j'ai envie de passer, c'est de dire, effectivement, le sujet du jour, c'est la jeunesse et le complotisme. Mais au moins, la jeunesse, on sait comment la toucher. On a évidemment une responsabilité pour la toucher. Et la première façon de la toucher, c'est via l'école, via les assos où les jeunes vont. Il y a vraiment un moyen de les éduquer, de les aider, ou par les animations que tu fais. Donc, on a moyen de les toucher. Par contre, il y a toute une sphère de la population qu'on touche beaucoup moins bien, qui sont les gens plus âgés. Et il y a un vrai problème chez les seniors aujourd'hui, sur des communautés Facebook qui disent n'importe quoi, et avec des seniors qu'on a beaucoup de mal à toucher parce que, pour le coup, il n'y a pas tellement de levier pour aller les voir. Et derrière ça, il y a une vraie responsabilité des parents, des familles, de faire attention aussi à ce qu'elles disent, de s'éduquer, de chercher, d'avoir la même démarche de validation des sources, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, les jeunes, ils demandent aussi à débattre. Ils demandent aussi à poser des questions à leurs parents et à leurs enseignants. Et ce sont les adultes qui doivent les aider justement à ne pas se laisser enfermer dans le complotisme. Donc, comment on fait pour former tous ces gens qui sont en responsabilité vis-à-vis des jeunes? C'est trop facile de dire les jeunes, voilà. Les jeunes, c'est toujours la faute des jeunes. Justement, on va prendre une question du public là, qui est sur le slide 12, sur l'outil d'interaction. Je vous encourage encore une fois à l'utiliser, qui va dans ce sens-là. C'est, du coup, est-ce qu'une solution ne serait pas de créer un cours EMI obligatoire, quitte à ce que justement il y ait des projets un peu transverses où on implique les parents dans les projets un peu comme les projets d'art plastique où parfois les parents sont un petit peu impliqués, ou d'autres projets où les parents peuvent être impliqués. Justement, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il existe un référentiel de compétences d'éducation média à l'information qui donc officiellement démarre, si je ne me trompe pas, au CE2, ce qui n'empêche pas de faire des choses avant. Alors, évidemment, en maternelle et à l'école primaire, la question ne se pose pas de créer une matière à part entière ou pas, puisque de toute façon, tout s'interpénètre, et c'est très bien comme ça. Dans le secondaire, c'est un petit peu plus compliqué, parce que... alors, d'abord, il y a des profs particulièrement pertinents pour faire l'éducation média à l'information. Ce sont les professeurs documentalistes,
qui sont des vrais profs. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des cours de documentation, etc. Ils ont un vrai impact auprès des élèves. Ils peuvent travailler avec leurs collègues. Ils peuvent prendre des groupes en autonomie et faire des cours dédiés. Ça n'est pas du tout, non seulement ça n'est pas interdit, mais c'est largement conseillé. Ils sont particulièrement pertinents pour le faire. Mais ça serait, enfin, moi, je serais assez opposée à faire un cours spécifique, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait un prof qui s'occuperait de l'éducation média, l'information et de l'esprit critique, et que les autres, quelque part, en seraient dispensés. Or, l'esprit critique, enfin, vous le savez bien si vous êtes ici, et si vous voyez la pluralité des thématiques des conférences, ça concerne tous les domaines. On doit avoir un esprit critique en mathématiques quand on regarde un graphe, comment il a été construit, quels ont été les chiffres utilisés, d'où ils viennent, etc. Que ce soit en histoire, que ce soit en géographie. Enfin, il n'y a aucune matière qui n'est pas touchée, aucun domaine, et toutes les occasions sont bonnes à saisir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on passe notre temps à avoir que cette préoccupation-là sur le devant de la scène, mais elle doit être à minima toujours en filigrane. Alors, on parle aussi beaucoup de manque de formation, etc., des profs. Il n'y a pas qu'un manque de formation, il y a aussi qu'on ne les laisse pas respirer, qu'on ne les laisse pas gérer leurs priorités, et que dès qu'il y a un problème dans la société, super, on va créer un cours à l'école, et c'est l'école qui va régler le problème. Et après, on va dire que les élèves aujourd'hui ont une moins bonne orthographe qu'autrefois, ce qui est vrai. Alors certes, ils passent beaucoup moins de temps à faire de l'orthographe, mais qu'est-ce qu'ils passent du temps à faire plein d'autres trucs qui sont également très très importants. Je ne dis pas que l'orthographe n'est pas importante, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je pense surtout à la vidéo, parce que je connais quelques-uns de mes opposants syndicaux qui seront ravis de capter cet extrait pour dire que dans mon syndicat, on dit que l'orthographe, c'est pas important. Bien sûr que c'est important, mais il n'y a pas que ça qui est important. L'esprit critique, ça me paraît largement au moins aussi important que l'orthographe, même si c'est pas sur le même niveau. Et voilà, l'école ne peut pas tout faire toute seule, la famille ne peut pas tout faire toute seule, il faut que l'école s'en mêle. Je ne dis pas du tout que c'est pas l'affaire de l'école. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les adultes, il faudrait que les adultes montrent l'exemple. Alors peut-être qu'il y en a qu'on a du mal à toucher, mais il y en a quand même certains qu'on pourrait recadrer, qu'on pourrait... Alors là, oui, là je parle des institutions, mais je parle aussi de tout un chacun sur les réseaux sociaux. Alors on ne va pas passer notre temps à aller insulter tout le monde, et c'est certainement pas ce que je demande. Mais de temps en temps, dire à quelqu'un qu'on connaît ou qui est dans notre domaine, là tu dérapes, il y a des tas de gens qui te lisent et tu nuis à la jeunesse. Alors il faut voir comment on le tourne. On peut le tourner énervé et ne pas être insultant. Hein, c'est pas... Mais ça serait bien aussi que ces gens aient un peu moins d'audience et d'aura. Et si on les suit, peut-être qu'on arrête de les suivre, par exemple. Enfin, je ne sais pas, il faudrait... Mais là, je pense qu'on est tous responsables d'une petite partie de ça. Et puis de faire attention à ce que nous, on diffuse aussi. Et comme vous dites, le problème, c'est toujours la même chose, c'est une responsabilité très distribuée. Du coup, chacun agit un peu pour son propre ego, peut-être, et au final, on n'arrive pas à trouver des bonnes solutions. Je pense à Maître Gims, là, récemment, qui a fait une sortie qui, je pense, a dû être très relayée chez, justement, les jeunes, et qui, en plus, cultive une interprétation de l'histoire, une réinterprétation de l'histoire qui, je pense, est assez séduisante pour certaines personnes. Et qu'est-ce qu'on fait de ça en classe? Enfin, les théories complotistes qui viennent s'adosser à cela. Justement, c'est un très bon sujet de décryptage. Oui. Alors moi, j'ai appris des choses en regardant le Conspiracy Watch sur la question, parce que je ne connaissais pas bien les racines. Mais ça, c'est un bon sujet que les élèves, si les élèves l'amènent, s'ils l'ont vu, si ça les intéresse. Pourquoi il a dit ça? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est pas crédible? Alors après, ça dépend de l'âge des enfants, évidemment. Mais peut-être qu'avec des CP-CE1, on pourrait se demander est-ce que vraiment il y avait de la lumière dans les pyramides et s'arrêter là? Et avec des lycéens, se demander pourquoi Maître Gims dit ça? D'où sortent ce genre d'idées? Quels sont les enjeux? Et reparler de la colonisation et d'un principe de revanche qui est à la fois légitime, mais si on en fait n'importe quoi, quelque part, on va le délégitimer. Alors, voilà, je pense qu'il y a tout un tas de fils à tirer. Alors, je ne maîtrise pas suffisamment le sujet pour vous le décortiquer, mais je pense que quand on est face, et ça c'est pareil en famille, alors c'est encore plus facile en famille parce qu'on peut s'adapter à ses enfants, mais quand un sujet de préoccupation monte parmi les élèves, alors en élémentaire, c'est facile parce qu'on est censé tout traiter, donc on peut toujours le raccrocher à un point du programme. Mais dans le secondaire, dès lors qu'on peut le raccrocher à sa matière ou qu'on peut faire un petit décrochement, ça vaut le coup d'aller creuser ça. Là, il y a des aspects historiques qu'on peut faire tout à fait à partir de l'affaire de Maître Gims. Parce que je me rends compte que tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qui s'est passé. Donc juste en 2 secondes, c'était Maître Gims qui est donc un
un chanteur, musicien très, très connu, notamment de la jeunesse, qui dit sur un podcast, il me semble, c'est ça, qu'en gros, les Égyptiens ont créé les pyramides parce qu'ils avaient déjà l'électricité. C'est bien pour ça qu'au haut des pyramides, il y a de l'or, parce que l'or est conductible d'électricité. Et donc, on a perdu cette connaissance au fur et à mesure des années par racisme, etc. Donc, j'ajoute un premier réflexe qui serait de demander à Maître Gims la source. Oui, mais derrière ces lunettes de soleil, on ne peut pas voir ce qu'il pense. Moi, c'est la première chose que c'est toujours la même chose. Et à ceux qui reprennent, parce que Maître Gims ne répondra peut-être pas, mais c'est un exercice. Enfin, moi, typiquement, on contacte la prod de Maître Gims, on la trouve, on la cherche. Bonjour, nous sommes la classe. Non, oui, d'ailleurs, à mon avis, à FECOF, il y en a peut-être qui l'ont fait, je ne sais pas, on ne m'a pas super. débriefé. Mais, et puis ceux qui reprennent, et puis comme il répondra peut-être pas, d'autres qui reprennent, on leur demande tous la source. Enfin, ça impose la responsabilité aussi du média qui l'a reçu, qui a décidé de faire des petits soundbites pour après les foutre partout sur TikTok. On met que ça. Et ça impose. Enfin, pour moi, il y a aussi une question de responsabilité médiatique. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que évidemment tous les jeunes, ils sont exposés à ce genre de théories tout le temps, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. En même temps, ils sont pas dupes du tout. Hein. Donc, ils font pas spécialement confiance aux influenceurs, aux youtubeurs. C'est même le média auquel ils font le moins confiance. Alors, ils sont hyper paradoxaux parce que ils disent que les médias traditionnels sont plus crédibles, mais ils n'y vont pas. La presse, pour mon plus grand malheur, c'est 3% c'est peut-être pas glorieux. C'est peut-être pas si bizarre parce que c'est pas parce qu'on pense que quelque chose est plus crédible qu'on a envie d'y aller. C'est sûr. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que débunker ce que dit Maître Gims, la démarche, elle n'a rien de fou. Eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas forcément crédible. Donc, il y a une espèce de fascination, de facilité à rentrer dans ce genre de théorie. Évidemment, c'est extrêmement séduisant et puis ça raconte des histoires qui sont quand même extrêmement captivantes. On a l'impression de faire preuve d'une grande ouverture d'esprit, parfois en adhérant à des théories qui ne sont pas les théories du plus grand nombre. Mais en même temps, c'est ce que fait Aude. Faisons-en un jeu de débunker les fausses infos et puis de regarder ce qui se passe réellement. L'entraînement à l'esprit critique, ça peut être extrêmement ludique et porter, oui, c'est ce que tu fais, vraiment ludique. Et du coup, ça peut devenir vraiment une habitude et puis quelque chose de très stimulant si on arrive à le faire de manière drôle. Et encore une fois, ils ne sont absolument pas dupes des réseaux sociaux, donc c'est aussi quelque chose de très positif. Justement, j'en profite pour rebondir sur une question du public sur le Slido. C'est ce sondage un peu inquiétant, qui peut paraître un peu inquiétant, qui nous dit que apparemment au moins un jeune de moins de 25 ans sur 5 croit en une théorie du complot. Alors évidemment, les statistiques sur les vieux, voilà. C'est croire, c'est un peu d'accord, tout à fait d'accord. Il y a toutes les gradations possibles. Et en fait, je pense que le travail, il est essentiel parce qu'ils y sont confrontés en permanence. Donc forcément, il y a le doute qui s'installe. Mais on est encore dans un âge où la pensée, elle n'est pas complètement construite ni figée. Donc c'est très important de s'y attaquer à ce moment-là parce qu'il ne faut pas que ça devienne un système de pensée. Et on sait très bien que le complotisme, au bout d'un moment, c'est un enfermement par couches successives. Donc il faut les détruire. Voilà. Détruire les couches. Et alors sur ce questionnaire qui a été fait par l'Institut Jean Jaurès, je vous recommande l'excellente vidéo sur le sujet de la tronche en biais que j'ai réécoutée avant-hier pour préparer cette conférence, qui explique très bien, qui explique très bien un certain nombre de biais de cette étude. Alors moi, ce qui m'a beaucoup choqué quand j'ai regardé cette étude, c'est son sous-titre. Son sous-titre, c'est Génération TikTok, Génération TokTok. Même pas de point d'interrogation. Donc on est sur de l'agisme et sur du mépris de la jeunesse. Moi, je trouve ça extrêmement choquant. Et donc, ce qui explique la vidéo de la tronche en biais par rapport à ça, c'est que d'abord, il parle de théorie du complot. Ce qui est listé ne sont pas toutes des théories du complot. Déjà, ça se discute. Et ensuite, si au lieu d'en lister 25, on en avait listé 1000, eh bien, il y aurait eu 100% des jeunes et même 100% des moins jeunes qui auraient cru au moins à une de ces théories. C'est-à-dire qu'on croit tous à des choses par manque d'information, par séduction, etc., à des choses qui ne sont pas raisonnables. Il suffit qu'on en ait suffisamment. Et je trouve que ce genre
d'études qui, par ailleurs, a des points intéressants, hein, je ne dis pas qu'il faut tout jeter, etc., mais qui est présenté comme étant, regardez ces jeunes qui sont bêtes et qui sont plus... Pareil, il compare ce à quoi croient les jeunes, ce à quoi croient les plus âgés. Moi, j'aurais aimé savoir, les plus âgés, qui donc, a priori, sont moins crédules que les jeunes, quand ils avaient l'âge des jeunes, est-ce qu'ils croyaient aussi à des trucs débiles ? Probablement que oui. Il y a aussi une question de maturité, il y a aussi une question de... On me pose une question pour me demander si je crois à la Terre plate. Peut-être qu'à 14 ans, je trouve ça super rigolo de répondre oui, et qu'à 54 ans, je ne trouve pas du tout ça rigolo de répondre oui, donc je réponds évidemment non. Voilà, donc il faut relativiser tout ça, et effectivement ne pas prendre les jeunes pour plus bêtes qu'ils ne sont. Et même si les jeunes sont crédules, admettons, ils sont crédules, etc., misons sur leur intelligence. Toi, tu ne vas pas te faire avoir, on va regarder ensemble, on va chercher, au lieu de lui dire « Non, mais tu crois à des trucs débiles, moi, je vais t'expliquer le truc. » Non, non. Là, la démarche d'Aude est parfaite. C'est non, mais c'est ça, c'est on cherche ensemble. Moi, a priori, je ne sais pas plus que vous. J'ai un a priori qui n'est peut-être pas le même que le tien, mais c'est peut-être moi qui ai tort. Et être capable aussi de changer d'avis. Hein. Moi, je me souviens d'un élève alors là, on n'est pas sur l'éducation média à l'information, mais un élève de 4 ans qui me dit, parce que je racontais une histoire de souris, que la souris chicote. Je lui ai dit, oh, bah, c'est un drôle de mot. Je pensais que c'était un mot qu'il avait inventé. Et je lui ai dit, pourquoi tu dis ça ? C'est la maîtresse qui me l'a appris. Je dis, ah bon, ben, j'ai pris le dictionnaire. J'étais 99% sûre que j'avais raison. Hein. Et ben, la souris chicote. Chicoter, le cri de la souris. Donc, cet enfant de 4 ans m'a appris quelque chose et je lui ai dit, eh ben, écoute, je croyais que c'était un mot rigolo que tu avais inventé ou que la maîtresse t'avait fait une blague. Eh ben non, j'ai appris un mot grâce à toi. Voilà. Et il faut rester humble aussi face à nos jeunes, y compris les petits. Ah, j'adore. Qu'un enfant de 4 ans, on peut applaudir, je pense. Qu'un enfant de 4 ans nous apprenne quelque chose, à nous tous, aujourd'hui. Ouais. Les souris chicotent, les amis. Les souris chicotent. C'est très très bien. Et d'ailleurs, à ce propos, la vidéo de Tronchambier a été mise dans la partie questions-réponses et je l'ai mis tout en lumière, si vous voulez. Elle la voir, en effet. Elle est très bien. Elle débunk un petit peu ce sondage IFOP sur les questions de cette génération supposément toc-toc. Est-ce qu'il y a d'autres réactions justement sur, quelque part, est-ce qu'on ne surestime pas l'inquiétude complotiste, l'inquiétude qu'on aurait vis-à-vis du complotisme des jeunes? Est-ce qu'on surestime, de votre point de vue, ce problème peut-être? Parce que quelque part, on s'inquiète pour rien. On s'inquiète jamais pour rien quand il s'agit de complotisme quand même. Mais encore une fois, je pense que c'est important de mesurer que le plus gros problème, c'est celui de la répétition, de la confrontation au complotisme via les réseaux sociaux. Donc, c'est plus un effet de répétition, d'entraînement qu'il faut casser. Et puis après, alors, moi, je voudrais juste vous dire ça, parce que j'avais trouvé ça tellement fort. Il y a une association à Toulouse qui s'appelle Bad Immeuble, qui est une association qui travaille dans les quartiers prioritaires de la ville. Et j'avais discuté avec sa directrice, qui m'avait dit qu'elle, la première fois qu'elle avait entendu des choses autour du complotisme, c'est il y a très longtemps, c'est il y a une 30aine d'années, quand elle travaillait dans des communautés gitanes qui étaient extrêmement précaires et qui vivaient vraiment en marge de la société, et que c'était un terreau propice aux rumeurs de folie. Et que pour elle, le complotisme, c'était ça, c'était des communautés isolées, tenues à l'écart du reste de la société, avec un système de pensée qui était très particulier parce que cet écart faisait qu'elles avaient besoin de se défendre contre une agression qui était de ne pas être inclus, et qu'en fait, c'était de là que naissaient ces rumeurs et ces complots. Et donc, je pense qu'au-delà même de la question du complotisme, il faut se poser la question de quel terrain culturel on met en place, de comment on donne accès à tous à une culture commune, à une possibilité d'être inclus, pour éviter que ça monte. Et donc notre première responsabilité, avant même de lutter contre les théories du complot, c'est de faire en sorte que les enfants, dans les écoles, aient accès aux mêmes chances d'égalité à une culture partagée, parce que c'est ce qui va les aider ensuite à affirmer ce qu'ils sont et à ne pas sombrer dans ce genre de choses. Donc le lien social, le vivre ensemble, la culture partagée, c'est la première barrière du complotisme. Très intéressant. Aude, je ne sais pas si tu veux réagir là-dessus. Non, ça m'inspire juste. Moi, je réfléchis avec mon petit prisme, du coup. Je réfléchissais, en fait, en vrai, si vous voulez savoir ça. Tu peux continuer à réfléchir. J'ai une petite citation. Non, mais je réfléchissais à comment rendre, parce que c'est l'actualité un peu dure, entre guillemets, attrayante. Et c'est vrai que moi-même, elle ne
m'attrait pas, ne m'attire pas. Pardon. Et enfin, c'est compliqué. Et On a dit qu'on s'en foutait de l'orthographe. Non, mais non, mais c'est vrai que c'est pas simple. Alors moi, pour petite info, je viens de démarrer un abonnement pour ma fille qui a 9 ans, Journal des enfants. Je sais pas. Et alors, du coup, c'est beaucoup bonnes nouvelles, quoi. Alors c'est bien. Il faut l'abonner un jour une actu, c'est beaucoup mieux. Ah, mais on regarde toutes les vidéos un jour une actu. Mais il faut que je sache comment elle pose sa question, parce que moi, elle m'inonde de questions les deux. Alors il y a aussi la petite, et en fait, elle sait pas où. Elle voudrait trop poser sa petite question, donc je sais pas. Bon, on en parle après. Oui, mais... vous pourrez tous en reparler après. Non, mais oui, mais en gros, je pense que d'une manière générale, et là, c'est même pas que pour les jeunes, mais en fait, je trouve que le journalisme, il m'attirera plus, en tout cas personnellement, et je pense que c'est le cas pour un grand nombre de gens, quand il traitera davantage de solutions et de pistes de solutions à des problèmes, plutôt que encore la énième affaire de corruption, je sais pas quoi, ou le dernier. Et je trouve ça très bien. Enfin, je veux dire, c'est un métier qui a été créé pour ça. Mais personnellement, moi-même, ça me coupe de l'info. Des fois, je suis capable de passer une semaine, et je suis pas fière de le dire, sans écouter l'actu, parce que j'ai pas envie de me prendre ma dose de négatif dès le matin. Enfin, ça va, en fait. Moi, j'ai besoin de voilà. Positif. D'y croire un tout petit peu, parce que sinon, voilà. Je comprends. Et je trouve que il faut. Enfin, c'est un virage qu'ont pris déjà certains médias, mais je pense qu'il faut aller plus là-dedans. Et à mon avis, c'est capable de parler un peu plus aux jeunes aussi, je pense. Parce qu'on dit réchauffement climatique, ceci, cela, machin, c'est pas attrayant. Je veux dire, on nous explique que je dis ça parce que j'ai vu dans les journaux là-bas au fond, il y a tout un magazine exprès sur les métiers que tu vas pouvoir faire pour solutionner les problèmes, etc. Et je trouve que ça c'est plus attrayant déjà. Ouais, alors... c'est peut-être mon biais à moi parce que moi je ressens. Non, mais c'est très vrai, c'est très vrai. Et en fait, alors on essaie de faire ça. C'est pas toujours évident, hein, mais l'idée chez Milan, c'est de dire il faut rendre les enfants acteurs. Oui, donc acteurs de l'information, en créant des journaux de classe, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, acteurs d'un certain nombre de solutions qu'ils peuvent porter. On organise des concours qui s'appellent les enfants pour. Là, on fait les enfants pour l'océan, en demandant aux enfants de produire des idées pour protéger l'océan, où qu'il soit, en les faisant travailler sur le cycle de l'eau. L'idée, c'est d'apprendre et de ne pas les laisser impuissants face à des choses qui se passent. Et c'est parfois compliqué de gérer ça, mais vraiment ne pas laisser l'enfant démuni avec un poids énorme sur la tête, notamment en matière d'écologie. Les pauvres, ils y sont pour rien. Donc il faut plutôt les aider à se mettre en mouvement, mais en connaissant les choses. Et je pense que vous le faites très bien, mais c'est vrai, des gens... on a besoin de modèles, en fait. Je pense qu'on s'est tous aussi formés avec... voilà, moi, il y a des gens qui m'inspirent dans le métier, il y a des gens qui me... Et c'est vrai que les modèles, entre guillemets, qui leur viennent, c'est souvent les influenceurs, ceci, cela, qui leur arrivent comme ça, ils ne le cherchent même pas. Et tout l'enjeu, je trouve, est de lutter avec des contre-modèles. Je ne sais pas, je ne suis pas en train de dire que tous les influenceurs font n'importe quoi, etc. Je ne veux pas non plus tomber là-dedans. Mais il faut, je sais pas, il faut trouver un moyen de cultiver un peu l'optimisme et de leur trouver des modèles, parce que je pense que c'est comme ça que se transmettent plein de choses, quoi. C'est comme ça que se forgent aussi un peu des vies, des carrières, parce que quand j'étais petite, j'ai vu un tel et ça m'a inspirée. C'est comme ça que souvent, quand tu questionnes les gens, c'est un truc qu'ils ont vu un jour qui a fait qu'ils ont envie de faire ça, etc. Et bref, mais je vous apprends rien, vous êtes bien placé à mon avis pour le savoir à Milan. Stéphanie, non, mais c'est un vrai truc de trouver les modèles. On a un levier là-dessus qui est un des mots de notre titre de table ronde, c'est la démocratie. Pareil, je pense qu'il n'est jamais trop tôt. Alors, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure en ouverture pour apprendre la démocratie. Alors, je pense aux classes, mais ça peut aussi être dans les familles. Moi, j'ai beaucoup pratiqué avec mes enfants le conseil de famille, même si on ne l'appelait pas forcément comme ça. Mais c'est-à-dire qu'il y avait tout un tas de décisions auxquelles ils étaient soit associés, soit carrément décisionnaires, notamment qu'est-ce qu'on va faire aux prochaines vacances, quelle activité, quelle sortie, Et je pense que quand on habitue les enfants et les élèves en famille et en classe et dans les associations et dans leurs activités à être associés aux décisions, à écouter leur avis, à le solliciter, et qu'ils voient qu'ils ont un vrai poids, c'est-à-dire que ce n'est pas pour de faux, parce qu'il y a des tas d'écoles où il y a des conseils d'enfants, d'élèves, etc. Mais au bout du bout, de toute façon, c'est les adultes qui prennent les décisions, et être délégué, ça ne sert à rien, parce que ceux qui ont des enfants l'ont entendu, et malheureusement, ce n'est pas forcément faux.
Alors là, il n'y a rien de pire en plus que de faire semblant de les écouter, et parce qu'ils se rendent très vite compte. Nos enfants ne sont pas stupides ni sur les réseaux sociaux, ni dupes de ce qu'on leur raconte quand on ne le fait pas pour de vrai. Moi, je pense qu'on a aussi vraiment un enjeu à ce niveau-là, de leur montrer que leur voix compte. Et alors, dans notre démocratie aujourd'hui, les jeunes, quand on voit que quand ils vont manifester, ils se font bananer, alors parfois par leurs parents, parfois par les principales des lycées, et qu'on leur rappelle qu'il y a le bac, mais qu'eux, ils sont allés manifester pour sauver la planète. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en discuter avec eux et remettre le bac dans l'équation, mais il y a un moment aussi où il faut comprendre qu'ils ont peut-être envie d'aller manifester, protester, faire quelque chose de concret. Et après, on va dire que les jeunes ne sont pas politisés, ne sont pas militants, ce qui est complètement faux. Mais c'est aussi à nous d'éveiller ça, de l'encourager, voilà, et de solliciter leur... Et ça commence, voilà, ça commence très très tôt, en petits groupes, de façon institutionnelle ou familiale, ou ne serait-ce qu'aussi que s'intéresser à la vie des enfants qui sont autour de nous, à leur poser des questions. Et pas juste à leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'ils devraient penser. On a très vite tendance à le faire. Ici, j'ai discuté, je ne sais pas si elle est encore dans la salle, avec une jeune fille de 15 ans. Et je me suis voilà, elle est là-bas. Et je me suis rendu compte, j'ai un peu perdu l'habitude, puisque je ne suis plus en classe, de parler avec des jeunes. Je prends très vite mon réflexe d'adulte, de lui dire des choses. Non, peut-être écouter un peu. C'est voilà, ne serait-ce écouter davantage nos jeunes et nos enfants et les prendre au sérieux. Ils ont plein de trucs à nous dire. Ils vont nous apprendre un nouveau mot à propos des souris, par exemple. Oui, mais pas que. Et leur laisser un Marianne, espace pour poser leurs questions. On y va. Ouais, non mais c'est super important. Allons-y. Alors posez vos questions. Exactement. Alors, j'ai pris en cours de route, évidemment, mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui préféraient le dire à l'oral. Donc, levez la main si vous avez des questions. Oui, bonjour. Je vous remercie pour cette conférence. Alors, je ne suis pas vraiment jeune, mais je vous remercie pour la dernière intervention, parce que c'est vrai que sur le titre, il y avait marqué « démocratie ». Et on va dire pour les 2/3, voire 3/4 de la conférence, je n'entendais pas beaucoup de démocratie, plus par rapport au complotisme. Et c'est vrai que moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est le mépris qu'on a aux jeunes par rapport à la démocratie. Je voulais rappeler le traitement qu'a eu le syndicaliste lycéen Ménès Madel, qui se fait huer sur les plateaux d'information de par son âge. Et alors, ça a été dit par rapport aussi au blocage des collèges ou des lycées, où c'est... comment dire, il y a des policiers du coup qui manu militari débloquent les lycées, et même si les médias ne disent pas trop, mais il y a énormément de violences policières, même envers les lycéens. Et donc ça a été dit aussi pareil sur les manifestations pour l'écologie, et même pour les retraites, où c'est pas les jeunes, on leur a dit que la retraite, c'était pas pour eux, c'était dans 40 ans, donc qu'ils se taisent un peu. Donc voilà, juste. Non, c'était juste un coup de gueule, et bravo les jeunes. Très bien. Les coups de gueule, on accepte aussi de temps en temps. C'est sympathique. Est-ce qu'on a des questions ou de petits coups de gueule? Du coup de gueule sympathique. On sent qu'on a faim aussi, les coups de gueule. Voilà. Ça vient quand on a faim, les coups de gueule. Alors. Merci, bonjour. Et merci donc pour cette intervention. Oui, effectivement, j'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'on ne peut pas créer un cours d'éducation aux médias et à l'information entier, parce que ça requiert trop de compétences diverses. Maintenant, comment on peut faire pour vraiment en articuler un correct, complet, qui soit vraiment transmis toute l'année, dès effectivement, moi je pense, la moyenne section de maternelle ou 3 ans, voilà, où on peut commencer avec des cours de philosophie pour commencer à s'écouter, à aborder des sujets où on n'est pas toujours forcément d'accord, pour l'accentuer. Après, plus vers sur une éducation aux médias et à l'information, et un vrai travail sur l'esprit critique, mais tout au long de l'année, en fait, puisque là, c'est quand même très ponctuel, c'est transversal, donc c'est difficile, c'est non évalué, c'est pas
pas fait partout, à l'instar de l'éducation sexuelle, sur lequel on est censé avoir 3 cours par an sur toute la scolarité, ce qui s'est très peu fait, très mal fait d'ailleurs, dans beaucoup de parcours scolaires. Voilà. Enfin, moi, je le travaille beaucoup avec mes enfants, puisque, comme vous le disiez si bien, Madame Devancé, j'avais beaucoup de croyances étant jeune, et je les ai remis en question, et donc j'ai beaucoup travaillé sur ça avec mes enfants pour justement pas qu'elles puissent tomber dans des pièges. Si elles ont des croyances, elles les ont. D'ailleurs, ma plus grande en a sur l'astrologie, etc. Et j'essaie d'avoir un discours épistémique avec elle où je ne remets pas en cause ce qu'elle dit, mais j'essaie de l'amener à une réflexion quand même sur ce qu'elle pense, pour qu'elle voit qu'il y a peut-être des petites choses qui sont dissonantes et pas toujours très claires. Voilà, merci. Alors, comme vous l'avez dit, l'école est imparfaite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ne peut pas tout résoudre toute seule, surtout quand on lui en demande toujours plus sans donner les moyens qui vont avec. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font à l'école, il y a quand même beaucoup de professeurs qui s'en préoccupent. Alors, pas tous les professeurs, pas toute l'année, pas forcément de la bonne façon, mais je pense que je ne connais pas un seul enseignant qui n'a aucune appétence à développer l'esprit critique de ses élèves. Et donc, ça se fait aussi en filigrane et de façon invisible au fil de l'eau. Oui, alors c'est insatisfaisant et ça ne sera jamais parfait. Mais c'est pour ça, je pense qu'il faut qu'on s'y mette tous et qu'on se sente tous responsables. Pourquoi pas aussi, quand vous avez des compétences et des appétences particulières sur le sujet, en discuter avec l'enseignant ou les enseignants de vos enfants, proposer vos services quand vous avez un petit peu de temps, éventuellement aussi des pistes de support ou d'intervention. Ça peut être très bien pris, ça peut être pris comme quelque chose d'intrusif si c'est fait maladroitement ou si la personne... Mais ça se tente. Il ne faut pas hésiter à accompagner. Et puis aussi, quand il se passe quelque chose de chouette dans les classes, que votre enfant vous en parle, que vous avez trouvé ça intéressant, faites un retour aux enseignants, parce que les enseignants sont, comme beaucoup de professions, il n'y a pas que les enseignants, ils ont beaucoup de retours quand ça ne se passe pas bien, quand ça ne se passe pas assez bien. Mais le petit mot dans le cahier pour dire mon fils, ma fille m'a parlé de ça, il m'a dit qu'il en avait entendu parler en classe, super, merci. Voilà, ça prend 2 minutes, c'est pas grand-chose. Et n'hésitez pas à le faire parce que ça aussi, ça encourage et ça gratifie les enseignants qui s'y collent. Moi, je voulais poser bonjour déjà. Merci pour cette conférence. Je voulais poser une question plus sur le journalisme, par rapport au complot et à la démocratie, parce que je sais que récemment, alors quand je dis récemment, c'est ces dernières années, même avant la crise Covid, il y avait un certain nombre de médias, que j'appellerais vulgairement des médias mainstream, parce que c'est des médias les médias de grande écoute connus par tout le monde, on va dire, qui s'étaient engagés à prendre des mesures de manière à faire attention à l'information qu'il diffuse, à la façon dont il a diffusé, et justement dans un souci de démocratie et d'éviter la mauvaise information, donc par exemple le complotisme. Et je suis assez abasourdi et révolté d'une certaine façon envers beaucoup de médias qui avaient pris cet engagement et qui, pendant par exemple la crise Covid, mais qui encore aujourd'hui, en fait, amplifie juste le complotisme et incite les gens à croire de plus en plus de mauvaises choses. Parce que, par exemple... Si vous avez un exemple super concret, ouais. Ça va m'aider. Par exemple, exemple super concret, comment se fait-il que dans un média qui est censé... dans lequel on est censé avoir confiance pour des sujets politiques, par exemple, pour des sujets de santé et tout ça, comment ça se fait qu'on puisse, par exemple, lire dans un média tel que Le Figaro, si je le cite, comment on puisse lire que, par exemple, 89% des gens pensent, selon un sondage que eux ont fait sur Twitter, que le Covid n'existe pas. Par exemple. Donc le Figaro a tweeté, juste pour que... Donc le Figaro a fait un article... où ils relatent le résultat de leur sondage sur Twitter, où ils disent que 89% des gens pensent que le Covid n'existe pas, et sur les personnes restantes, il y en a plus de la moitié qui pensent qu'un tel traitement
est un traitement qui fonctionne alors qu'on n'en a pas les preuves scientifiques. Et dans la façon dont ils écrivent l'article et dont ils écrivent le titre, c'est un peu clickbait, un peu putaclic, quoi. Et ils mettent clairement des questions genre le Covid existe-t-il vraiment ? Sous-entendu, c'est des trucs qui attirent forcément la mauvaise info et le complotisme. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire du média factuel d'information ? À leur faire des retours, à leur dire... Mais oui, mais c'est un problème plus... Enfin, je dis ça parce que c'est un problème plus vaste. De manière générale, dans le journalisme, aujourd'hui, je trouve en France, le journalisme qui est purement factuel se perd. Or, c'est de ça dont on a besoin pour lutter contre le complotisme et la démocratie. Et je pense que les médias ont un rôle prépondérant là-dedans et il y a un problème. Qu'est-ce qu'on ferait pour régler ça, en fait, d'un point de vue du journalisme, de manière générale ? Quelles seraient les solutions ? Ou les pistes de solutions, en tout cas. Ouais, bah, en tout cas, moi, c'est vrai que très souvent, du coup, je fais office de bureau des plaintes. Mais vous avez tout à fait raison. Il y a ça qui se passe, qui va pas dans tel journal, etc. Et j'ai pas vu passer ce dont vous me parlez, donc je trouve ça super pertinent. À chaque fois, la première chose que je dis, c'est déjà, si vous pouvez. Alors, c'est pas ça qui va résoudre voilà, mais le premier réflexe pour moi, c'est de leur en parler. Parce que souvent, les gens me disent « Ah oui, il y a tel journal qui a fait ci, ça. » Je dis « Mais essayez de vous avez essayé de contacter l'auteur, discuter, échanger sur Twitter. » Parce que je trouve que dans les journalistes aussi, souvent... alors, je ne suis pas sûre que ce soit typiquement un journaliste qui a écrit ce genre de choses, parce qu'il y a aussi, à mon avis, je ne connais pas bien la presse écrite, en fait, moi. Mais derrière chaque article, je ne pense pas qu'il y ait un journaliste vraiment qui ait pris sa demi-journée pour faire ça, surtout si c'est pour comment dire, se faire écho d'un sondage qui a déjà... Enfin, je sais pas, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, moi, pour en avoir le cœur net, vraiment, j'aurais besoin de contacter la rédaction du Figaro, que vous pouvez aussi appeler, hein, je crois, pour leur demander tout simplement, gentiment. Après, tout ça, c'est... Oui, ça fait beaucoup de tort à la profession. Il y a beaucoup de problèmes. Moi, c'est vrai que quand je parle, je m'aperçois qu'on est sur différents niveaux de langage, parce que moi, quand je parle de journalisme, effectivement, pour moi, c'est entendu que le journalisme, c'est les gens qui vont sur le terrain, qui passent des coups de fil, qui font ce qu'on appelle du contradictoire, etc. Ça, typiquement, c'est pas ça. Et donc, c'est vrai que je suis un peu désarmée pour répondre là-dessus, mais c'est un vrai problème, en tout cas, dans des médias, d'avoir cette cohabitation qui est quelque part pas bonne, je trouve, entre des gens qui font vraiment du taf où ils se prennent la tête et dans le même média, d'ailleurs c'est aussi les médias télé, etc., des gens en plateau qui viennent dire n'importe quoi d'un coup, entre deux reportages où les gens ont bossé pendant 6 mois dessus, quoi, par exemple. Et c'est vrai que tout ça jette le discrédit sur la profession des gens qui sont donc des petits producteurs d'informations, typiquement comme moi, et c'est dramatique, ouais. Donc je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas connu, qui s'appelle le CDJM, qui est le conseil... Enfin, en gros, vous pouvez vous plaindre auprès du CDJM, non mais c'est vrai, c'est le conseil de déontologie du journalisme et des médias, ou quelque chose comme ça. Ils ne sont pas très connus, mais ils rendent des avis comme ça régulièrement, et vraiment, je sais qu'ils épluchent les demandes, donc ils ont souvent des gens qui les interpellent sur la déontologie journalistique liée à telle ou telle chose. Et moi, je sais que c'est une instance qui divise un peu dans la profession, mais moi, je suis archi pour. Je trouve que c'est tout à fait sain, et ça peut être aussi une option d'aller voir CDJM typiquement, ils sont sur Twitter, etc. Et vraiment faire prendre conscience aux journalistes. Moi, je pense que dans l'association, par exemple, on est beaucoup de journalistes, mais je trouve que de plus en plus, il faudrait qu'on fasse rentrer aussi des rédacteurs en chef, des personnes qui sont un peu plus en position de décision. Et donc vraiment, je vous encourage, si vous pouvez trouver la personne qui a écrit, peut-être le chef du service, leur écrire un petit mail sympa, en leur pointant quand même que ça vous interroge, etc. C'est tout bête, mais derrière, la personne va réfléchir, c'est déjà pas mal. Merci Aude. Voilà, je sais pas. Et un mot de la fin, Marianne, et ensuite on doit laisser la salle. Aussi, ouais. Juste dire, il faut faire confiance aux jeunes. Non, mais c'est important. Il faut faire confiance aux jeunes. Il faut les reconnaître dans ce qu'ils sont. Il faut savoir qu'ils sont multisources et que l'intérêt pour eux et pour nous, parce que c'est riche, c'est d'engager le débat avec eux. Voilà. Et pas de croire qu'eux, ils sont complètement décérébrés. Ils ont besoin de débattre avec d'autres, comme nous tous, et c'est ce qui encouragera la démocratie. Merci beaucoup à vous trois.